Salut les footeux et bienvenue dans le tout premier épisode de la chaîne Histoire de foot. Avant que la vidéo commence, je voulais juste faire une petite parenthèse. La chaîne vient tout juste de se créer, c'est notre première vidéo, j'ai vraiment besoin de savoir si le contenu vous plaît. Donc pour ce faire, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des améliorations à proposer, enfin voilà. C'est vraiment super important pour le développement de la chaîne. Donc je vous remercie pour ça et sur ce, je ne m'arrête de parler et je vous laisse profiter de la vidéo. La première histoire de cette vidéo se passe en 1996 lors du match amical entre l'Islande et l'Estonie. Que s'est-il passé de particulier durant cette rencontre? Eh bien, Eidur Gudjohnsen, alors âgé de 17 ans, se prépare à rentrer sur le terrain pour remplacer son père, Arnór Gudjohnsen, qui lui était âgé de 34 ans à l'époque. L'histoire aurait pu être encore plus incroyable si la fédération islandaise n'avait pas refusé qu'ils jouent ensemble, ce qui aurait été une première mondiale dans un match international. Gudjohnsen fils est notamment connu pour avoir porté les couleurs de Chelsea de 2000 à 2006 et celles du FC Barcelone de 2006 à 2009. Aujourd'hui, pour départager un match qui se termine en match nul, on utilise le redouté séance de tir au but. Mais cette règle n'était parue qu'en 1970. Avant cette date, ce n'était qu'un simple tirage au sort qui désignait le vainqueur. Et ouais, fallait laisser parler la chance. Pour l'instant, bon, rien de bien insolite, mais est-ce que vous savez quelle est la plus longue séance de pénalty de l'histoire? Elle a eu lieu en juin 2019 en Corée du Sud dans un match de quart de finale du championnat national d'éducation secondaire. Il opposait Yeonjin Tae-sung et Cheonku Tae-sung. Bon, je suis vraiment désolé pour la prononciation. C'est après 50 minutes et pas moins 62 tentatives que l'équipe de Yeonjin Tae-sung s'est imposée 29 à 28. Le précédent record était détenu par deux équipes amateurs tchèques qui avaient tiré 52 pénaltys en 2016. La sombre histoire des chaussures de foot, soi-disant volées avant le match d'Europa League Olympique de Marseille-Braga durant la saison 2015-2016. Au matin du jour de match, les intendants du club portugais arrivent à la réunion de l'UEFA en annonçant qu'ils ne peuvent pas jouer le match car toutes leurs chaussures ont été volées dans le vestiaire durant la nuit. Ça fait quand même 57 paires de chaussures, hein, mine de rien. Une enquête est même ouverte par la sûreté départementale. L'OM va proposer d'affréter un jet pour permettre au staff de Braga de se rendre jusqu'au Portugal et récupérer du matériel, mais il refuse. Il propose également au club portugais d'acheter des chaussures à chaque joueur, mais là, encore un refus de Braga. Les Portugais menacent de ne pas jouer la rencontre. L'UEFA leur précise alors que la perte de chaussures n'est pas un motif suffisant pour reporter un match et ils risquent en plus des sanctions disciplinaires. Braga finit donc par fournir la liste des marques et des tailles de chaque joueur. 7 Adidas, 9 Nike et 4 Puma. La rencontre aura lieu et l'OM s'imposera 1-0. A savoir quand même que durant l'enquête, les policiers vont retrouver à l'hôtel des Portugais 25 paires de chaussures dont le staff avait complètement caché. Et quand les policiers ont demandé à perquisitionner les chambres, tout le staff de Braga ont refusé. Est-ce que c'était pour reporter le match? Est-ce que c'était pour déconcentrer les Marseillais? Personnellement, je ne sais pas. Je vous laisse me laisser votre avis dans les commentaires. La prochaine histoire est complètement folle. Alors c'est celle du joueur Jonathan Soriano. Juste pour info, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Red Bull Salzbourg. Mais il est aussi connu pour une autre raison. Le 20 avril 2013, il arrive en retard pour le match de Salzbourg contre Wolfsberger. Jusque-là, pas de problème, il avait reçu l'autorisation d'assister à la naissance de sa fille. On peut comprendre qu'il arrive en retard. Mais son club l'avait quand même inscrit sur la feuille de match juste au cas où il puisse jouer. Et ben, pas manqué, il arrive juste à temps pour jouer la seconde période et il va marquer un triplé. En 45 minutes, son équipe remporte le match 6-2. C'est vraiment une belle histoire. Alors maintenant, on va parler Ballon d'Or, et plus précisément le premier Ballon d'Or de l'histoire. En 1956, le Ballon d'Or est un trophée qui récompense le meilleur footballeur européen évoluant également dans un championnat européen. Le 18 décembre 1956, le Ballon d'Or est attribué à la star du foot anglais de l'époque, Stanley Matthews. Et si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo détiennent eux le record du plus grand nombre de Ballons d'Or gagnés avec 5 trophées chacun, Stanley Matthews, lui, en plus d'être le premier à avoir reçu le Ballon d'Or, est le plus vieux joueur à l'avoir, puisqu'il avait 41 ans. Un record qui n'est pas prêt de tomber, hein.
Vous imaginez, vous, Lionel Messi recevoir le Ballon d'Or à 42 ans? Et on arrive à la dernière histoire de cette vidéo, et c'est franchement vraiment la plus folle de toutes. On est en 1989 dans un match décisif de qualification en Coupe du Monde. Il oppose le Brésil au Chili. À la 70e minute, alors que le Brésil gagne 1-0, un fumigène atterrit dans la surface de réparation du gardien chilien. Roberto Rojas s'effondre sur le sol, le visage en sang. Après plusieurs minutes de revendication et d'incrédulité, l'arbitre décide d'arrêter le match. Et en général, avec ce genre de décision, on donne la victoire à l'équipe qui se fait agresser. Et en l'occurrence, là c'est le Chili. Et ça tombe plutôt bien, parce que le Chili a absolument besoin d'une victoire pour se qualifier. Vous commencez à sentir l'arnaque? Déjà le soir même de la rencontre, commence à y avoir des doutes. Après le témoignage qu'un photographe a fait qui assurait que le fumigène avait atterri au moins 1 mètre derrière le gardien chilien. Ce n'est que quelques jours plus tard que Roberto passe aux aveux. En fait, il avait transporté un petit bistouri à l'intérieur de ses gants avec lequel il s'est entaillé l'arcade. Après ses confessions, il sera suspendu à vie par la FIFA. Il qualifiera lui-même de cet acte de plus grosse erreur de sa vie. Et pour la petite anecdote, il se faisait surnommer El Condor durant sa carrière de joueur. Maintenant, le mot Condoro est une expression qui signifie maladresse grave et honteuse en chilien. Franchement, il y a vraiment des joueurs qui sont prêts à tout pour gagner un match. Et voilà, c'est la fin de la première vidéo de la chaîne. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Et surtout, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo. Laissez-nous votre avis, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne Histoire de foot.